Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour. Avec l'avènement des voitures 2.0, les mécaniciens traditionnels sont aujourd'hui obligés de s'adapter aux nouvelles technologies. Pour eux, le métier de mécanicien automobile est en proie à l'évolution. Un arrêté ministériel fixe désormais le prix du mètre carré pour les transactions foncières et immobilières au Bénin. Décryptage de son contenu avec un expert géomètre dans ce journal. Enfin, la grossesse est une période importante dans la vie de la femme. Si d'habitude elle est suivie par un gynécologue obstétricien, sachez que le pédiatre a aussi un rôle à jouer pour le bien-être de la femme enceinte. Le secteur de l'automobile connaît assez de mutations. On retrouve désormais toute une gamme de véhicules électroniques en circulation. Avec cette révolution technologique, le métier de mécanicien automobile évolue aujourd'hui. Seules les connaissances mécaniques ne suffisent plus pour réparer les voitures dites 2.0. Que devient alors le mécanicien automobile à l'aide des voitures électroniques? Reportage Stanislas Limpon. Ici, une voiture électronique en dépannage. Mais avant toute intervention mécanique, cet électronicien fait son examen électronique. La spécificité du véhicule l'oblige. Au bout de quelques minutes, l'appareil signale à l'écran plusieurs défauts. Là maintenant, ça me signale plusieurs capteurs que c'est défectueux. Mais ce n'est pas parce que ça signale les capteurs là que je vais me jeter pour changer les capteurs. Ici, c'est la fiche qui est venue sur ça. Mais comme ils n'ont pas trouvé à remplacer, ils ont eu à adapter. Or ça peut envoyer des courts-circuits au niveau du calculateur. Donc c'est des pannes que nous maintenant, on doit régler. Vous voyez? Donc c'est pour ces pannes-là que la voiture est venue. Ce n'est pas que si la voiture vient, on se jette directement sur la voiture pour commencer par travailler. Non, les voitures d'aujourd'hui ne sont plus comme ça. Des voitures nécessitant une technologie de pointe, on en dénombre assez dans ce garage. Le promoteur, un mécanicien de formation, exerce dans ce secteur d'activité depuis 1988 au Bénin. Ces dernières années, il ne cesse d'actualiser ses connaissances et de recruter d'autres compétences afin de s'adapter à l'évolution de la technologie automobile. On ne veut plus que les voitures aillent au Ghana, au Togo, pour qu'on dise, bon, ils n'ont pas réussi ici, c'est au Ghana. La devise quitte le pays. Mais si ça tourne ici, si c'est abondant, pourquoi ne pas recruter plus? Ça, nous résolvons une partie du chômage. Ce nouvel environnement automobile, beaucoup de mécaniciens dans le pays peinent à s'en sortir. La cause, on évoque le défaut de maîtrise de l'outil informatique et de la langue de conception des scanners. Par exemple, les appareils de diagnostic, là, les scanners consoles, là, si tu ne maîtrises pas le français, tu ne peux pas. Même pour l'interpréter, tu ne peux pas. C'est ça le grand problème qui est là, c'est ça. Une difficulté qui constitue une menace pour leur corporation. Plusieurs mécaniciens automobiles peu instruits risquent de se reconvertir à la longue. Mais le président de l'association dit y travailler. Il faut quand même avoir au minimum le BPC avant de faire la mécanique aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir lire les différents codes de défaut. Il faut quand même savoir utiliser le scanner. Nous avions créé quand même ce climat de solidarité, d'assistance, ce climat de dépannage entre collègues. Et c'est ça qui fait que, bon, les pannes que les uns et les autres rencontrent chaque fois et toutes les fois, nous faisons des échanges d'idées. Et c'est ça qui nous permet de grandir dans la profession. Sinon, bon, tu seras quand même un mécanicien monté et démonté. Le mécanicien automobile est un métier en pleine mutation. Aujourd'hui, les concessionnaires associent l'électronique à la mécanique pour mettre sur le marché des véhicules dits 2.0. On se penche à présent sur le contenu de l'arrêté ministériel qui fixe le prix du mètre carré pour les transactions foncières et immobilières en République du Bénin. Une décision qui a suscité moult commentaires et qu'un expert géomètre nous aide à mieux comprendre. Il a été reçu ce dimanche dans le journal du soir, suivant ses explications. La notion de la plus-value, en fait, s'explique simplement par le fait que vous avez acheté la parcelle à une date T, à un prix X, et vous revendez ça quelques années après à un prix Y. Entre le prix
de vente et le prix d'achat, il y a une marge bénéficiaire qui se dégage, qui est appelée la plus-value. Et donc, cet arrêté vient juste pour fixer les prix de référence à adopter pour calculer l'impôt à payer sur la plus-value. Et les dispositions en République du Bénin stipulent que lorsque vous achetez une parcelle et que vous revendez, le calcul de la plus-value s'effectue simplement en faisant le prix initial d'acquisition que multiplie 1,2. 1,2 pourquoi? Simplement parce que l'État suppose que lorsque vous avez acheté la parcelle, vous avez eu à payer des frais de formalité et donc ces frais de formalité sont pris à 20% de la valeur initiale d'acquisition. Et donc on calcule maintenant la nouvelle valeur d'acquisition en multipliant la valeur initiale par 1,2. Et donc on trouve cette valeur. On revient maintenant pour prendre maintenant le prix auquel vous avez vendu la parcelle. On fait la différence entre ce qui était calculé, le prix actuel, et on trouve la plus-value. Et sur cette plus-value maintenant, vous devez payer 5% de la plus-value comme impôt que vous devez payer quand vous faites la transaction. Mais à ce niveau, il faut pouvoir dire que l'arrêté qui est pris prend en compte simplement les parcelles non bâties. Quand c'est une parcelle bâtie que vous vendez, le calcul se fait autrement, mais au finish, vous devez payer forcément 5% de la marge bénéficiaire comme impôt, comme taxe sur la plus-value. Donc, vous nous dites que cet arrêté ne fixe pas le prix de vente des parcelles? Non, absolument pas, parce qu'en réalité, l'arrêté même vous dit que c'est des valeurs d'acquisition de référence dans le cadre de la perception de la taxe de plus-value immobilière. Le titre même de l'arrêté stipule clairement que cet arrêté est pris simplement dans le cadre de la perception de la taxe sur la plus-value. Parlons maintenant santé. Savez-vous qu'en plus du gynécologue obstétricien, le suivi d'une grossesse par un pédiatre est nécessaire pour le bien-être de la femme enceinte? Eh bien, il est révolu le temps où le pédiatre ne s'intéressait au bébé qu'à partir de la naissance. Sa présence est indispensable pour donner le maximum de chances au fœtus pour naître avec un minimum de souffrance. Romuald Boton nous en parle dans ce reportage de Marianne Bossemene. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable. Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse, c'est une précaution qu'il faut prendre depuis la conception. Sinon, je disais même avant la conception, pendant la conception, jusqu'à mener une grossesse à terme par les spécialistes de la santé, afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un œil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le fœtus après sa sortie. Un pédiatre doit voir au moins la maman enceinte au moins 2 fois au milieu de la grossesse pour s'assurer que si par hasard il y a des anomalies, qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit voir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque le suivi de la grossesse est mal fait, les principaux risques, en fait, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau, en général. Je vais mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent, en fait, plus tard, ce qu'on appelle des infirmités motrices d'origine cérébrale. Et donc, cet enfant va naître apparemment bien portant, et puis, au cours de son développement, comme une malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. Parce que c'est l'utérus qui doit... Si tu es une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformation déjà là et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose.
Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit pour dire s'il y a une malformation, qu'est-ce que je peux faire? Et la dernière chose qu'il faut faire et qu'on ne fait pas souvent sous nos cieux, c'est de faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal. Avant que la poche des os ne se rompe, faire juste un prélèvement vaginal et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore qui puisse être notif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société. Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue-pédiatre est de mise. Hors du Bénin au Togo, les agents qui travaillent dans les centres de santé publique, du médecin au personnel d'entretien vont bénéficier d'une assurance maladie spéciale. Le chef de la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19 a annoncé la mise en place de cette mesure à travers le contrat d'essai et incapacité temporaire de travail suite à la maladie du coronavirus. Le dispositif couvrira tous les agents travaillant dans les centres de santé publique, sans distinction quant à ceux opérant dans le privé, les cabinets médicaux ou les pharmaciens, et pourront également souscrire, s'ils le souhaitent, à cette assurance dont la période de couverture sera renouvelable. Par ailleurs, de nouvelles mesures sont en train d'être déployées afin de faciliter la tâche aux soignants. Les inondations au Sahel ont fait déjà plus de 200 morts et 1 million de déplacés. Depuis une semaine, les intempéries se sont intensifiées, obligeant de nombreuses populations à quitter leur foyer. Ces phénomènes météorologiques ne sont pas nouveaux. Les conséquences sont de plus en plus dramatiques. Le point des causes de ces inondations avec nos confrères de France 24. Depuis le mois de juin, d'intenses pluies ont été suivies par des inondations à répétition à travers de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une agence de l'ONU estime qu'environ 760 000 personnes sont touchées. Dans les grandes villes, comme ici, dans le sud de Khartoum, certains quartiers sont engloutis. À Niamey, près de 9 000 maisons se sont effondrées dans une dizaine de villages près du fleuve Niger, dont la crue exceptionnelle est à l'origine des dégâts. Les sinistrés ont trouvé refuge dans des écoles ou chez des proches. Beaucoup estiment que le pire aurait pu être évité. Les causes de ces inondations meurtrières, qui sont en recrudescence depuis une dizaine d'années, sont connues. Elles sont d'une part dues à l'intensification pluviométrique, mais aussi à des changements d'usage des terres. La déforestation, la réduction des jachères et l'urbanisation sont trois causes principales de diminution de la capacité d'absorption de l'eau par les sols, notamment en zone sahélienne. Ce qu'il aurait peut-être fallu faire, c'est curer les caniveaux et déboucher les fossés. Et pour les campagnes, veiller à la déforestation, parce que si l'eau déboule dans les bas-fonds avec une telle violence, c'est parce qu'on a déforesté et qu'il n'y a rien pour les retenir. Donc il faut prendre des dispositions maintenant sur le moyen terme. Sinon, chaque année, lorsqu'il y aura des pluies trop abondantes, eh bien, on aura les mêmes catastrophes. À travers les pays affectés, des voix s'élèvent pour critiquer la gestion de ce fléau récurrent par les autorités. Au Sénégal, l'opposition accuse le gouvernement d'avoir intentionnellement abandonné un plan décennal de 750 milliards de francs CFA de lutte contre les inondations. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.